Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'explication sur la plateforme Sosten. Je laisse la place donc à Stéphanie Moyal qui anime maintenant le programme de prévention NRD une qualité de vie à préserver et Benjamin Mondon de Sosten de nous expliquer tout ça. Moi, je m'occuperai du chat et Olivia Bectard sur la technique et le PowerPoint. Merci. Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire autour de la plateforme Sosten. Donc, je suis Stéphanie Moyal de la CARSAT. Notre collègue et partenaire Benjamin Mondon de Solia est avec nous aujourd'hui. Et dans le cadre du programme Aidant Aider, on va revenir un petit peu sur cette plateforme. Dans un premier temps, je vais vous rappeler un peu la place du diagnostic complexe dans le cadre du programme. Dans un deuxième temps, Benjamin va vous présenter de façon très très précise cette plateforme, ce qu'elle permet de faire, comment elle permet de faire. Merci. Merci. Donc, suivant. Bon, le programme Aidant Aider, vous le connaissez tous, hein, je vous rappelle les enjeux principaux qui traite de deux risques principaux, les problèmes de TMS et les problèmes de chute, et qui vient d'un partenariat monté entre la CARSAT Risque Professionnel et l'aide sanitaire et sociale. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie des aidés et également d'améliorer les conditions de travail des aidants, sachant que le tout se passe dans le cadre du domicile et que en fait, l'influence de l'un influence l'autre également. Suivant. Le programme de prévention comporte 5 étapes principales. Vous les connaissez tous, je vais donc les rappeler rapidement. Les blocs principaux comportent la formation, le repérage des risques au domicile. Repérage des risques au domicile mené soit par les aides à domicile, soit dans des cas un peu plus spécifiques, avec des appels aux ergothérapeutes et ergonomes. C'est le diagnostic prévention, c'est un peu ce qui nous amène aujourd'hui. La mise en place de solutions avec l'adaptation de l'habitat et le plan d'action et le suivi du plan d'action, l'évaluation de l'efficacité des actions et enfin la sensibilisation des publics avec notamment les théâtres forums. Dans le cadre du diagnostic prévention à domicile, alors je me suis ratée au tout début, j'ai reparlé de diagnostic complexe, mais maintenant on encourage plutôt le terme diagnostic prévention, vu que lorsqu'on parle de diagnostic ou de situation complexe, en fait, ça peut être un terme technique dans le cadre de certaines interventions. Donc nous, on parle plutôt de diagnostic prévention. Je vous expliquerai après dans quel cas on le met en marche. Donc, les objectifs de ce diagnostic, c'est de résoudre les situations qui sont pas habituelles, c'est-à-dire celles où la fragilité de la personne nécessite la mise en place de choses particulières ou lorsqu'il y a des difficultés liées aux conditions de travail des aides à domicile. L'objectif est, comme pour l'ensemble du programme, d'améliorer la qualité de vie de la personne accompagnée et d'améliorer les conditions de travail des salariés. Tout ça passe par une sécurisation du domicile pour les deux. On peut aussi considérer que pour les aidants familiaux, ça peut être une amélioration. Et pour recouper sur les fondamentaux du programme qui sont la prévention des chutes, les accidents du travail et les risques de troubles musculo-squelettiques. Donc, la méthodologie de ce diagnostic, on peut le dérouler. Par contre, est-ce que vous y voyez? Parce que moi, je vous avoue que je vois un tout petit. Donc, je vous encourage à zoomer si c'est possible. Donc, déjà, dans quel cas est-ce qu'il faut faire dans quel cas est-ce qu'il faut faire une demande de diagnostic prévention à domicile? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, lorsque en fait, ça dépasse un peu la routine d'une certaine façon. C'est-à-dire lorsque la personne est trop fragile, lorsqu'on se rend compte qu'il faudrait du matériel adapté, lorsqu'il y a des difficultés au niveau des aides à domicile. Cette demande de diagnostic prévention, elle ne peut se faire qu'avec l'accord de la personne et de la famille. Donc, ça doit être amené. Et au niveau des informations, en fait, les informations nécessaires au diagnostic doivent être transmises minimum 2 semaines à l'avance. C'est le mieux pour qu'il y ait la possibilité de réfléchir à la situation.
Les échanges d'informations ont lieu ensuite au niveau de la mise en relation entre la structure et l'ergothérapeute avec une préparation téléphonique. On compte environ 2 fois 15 minutes. On reste quand même très, très orienté terrain, donc très pratico-pratique. Le premier échange a lieu entre les personnes qui connaissent bien les bénéficiaires, les référents prévention, les salariés, l'ergothérapeute. Ensuite, suite à ces premiers échanges de mise en place du dossier, on peut mettre en place la première visite. On compte environ 1h45 sur cette première visite. Pardon Olivia, il faudrait avancer et la suivante. La pastille suivante, s'il te plaît. Merci. Dans le cadre de cette première visite, en fait, qui va se passer en binôme entre les aides à domicile qui connaissent bien les bénéficiaires, qui connaissent éventuellement les aidants familiaux et l'ergothérapeute qui apporte un œil extérieur et qui apporte aussi une expertise, on va pouvoir réaliser ce diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer le travail réel. On va regarder les actes qui posent problème à la personne âgée, les situations de travail problématiques et qui nécessitent modification, amélioration. On va analyser ces situations de travail à risque pour les aidants, pour les aidés. On est toujours sur ce double regard. Et ensuite, en fonction de cette première approche, on va éventuellement prendre un second rendez-vous avec le bénéficiaire sous 3 semaines. La présence de l'entourage est possible, j'irais même jusqu'à dire qu'elle est souhaitée. Ensuite, on va avoir des échanges entre l'ergothérapeute et la structure suite à cette première visite, en voyant déjà quelles sont les premières actions possibles et ensuite, est-ce que c'est la peine de faire une seconde visite? Si nécessaire, donc on fait une seconde visite avec remise des préconisations, mise en situation et éventuellement des réajustements parce que parfois, on ne voit pas tout au premier coup, hein. Donc cette deuxième visite, si elle est nécessaire, on peut prévoir environ 1h30, toujours avec les référents prévention, l'aide à domicile, l'ergothérapeute, prévoir un peu de temps supplémentaire et ensuite on va faire le lien entre les différents documents de la structure et donc le diagnostic ergothérapeute. Ce diagnostic est un outil supplémentaire pour que la prestation à domicile se passe de façon satisfaisante. À l'issue de ce diagnostic, on va avoir un rapport et un plan d'action qui va être mis en place avec la précision de ce qui relève de la responsabilité de la structure, ce qui relève du bénéficiaire et de la famille du bénéficiaire pour la mise en place d'équipements ou d'adaptation du logement. Et ensuite, une fois qu'on a ce plan d'action, il faut le mettre en place, le faire vivre et vérifier le bon déroulé des actions et des préconisations qui sont mises en place. Voilà la démarche du diagnostic prévention à domicile, les étapes clés. Maintenant, ceci étant dit, une fois que cette démarche est bien vue dans son ensemble, en fait, je vais passer la parole à Benjamin Mandon qui va vous expliquer comment la plateforme Sosten peut apporter une aide et une facilitation en fait pour mettre en place ce diagnostic prévention et faire le suivi. Donc bonjour à tous et à toutes. Merci Stéphanie donc, pour cette transition. Moi, je suis Benjamin Mandon, donc chargé de mission autonomie chez Solia Nouvelle-Aquitaine. Alors, très rapidement, Solia, c'est l'acronyme de Solidaire pour l'habitat. Donc, le premier réseau associatif français en matière d'amélioration de l'habitat. On intervient notamment sur l'adaptation du logement à l'avancée en âge ou à la perte d'autonomie, sur le volet rénovation énergétique et confort thermique, mais également sur la lutte contre l'habitat indigne, en apportant conseils sur les projets d'amélioration du logement avec des ergothérapeutes, des conseillers habitat, des professionnels du logement. On accompagne les ménages dans la sollicitation des aides financières et cet accompagnement, selon les situations, peut être intégralement financé. On peut passer à la slide suivante. Ça, tout simplement pour parler du réseau Solia en Nouvelle-Aquitaine et particulièrement en ex-Aquitaine, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Sur le périmètre de l'ex-Aquitaine, qui est celui du programme Aidant Aidé, on a 6 associations qui interviennent pour accompagner les ménages dans l'amélioration de leur habitat. Et ces 6 associations sont animées par une union régionale qui est fournie des ressources et qui est en fait la tête de réseau régional auprès des partenaires tels que la CARSAT. Donc on peut passer à la slide suivante.
On a ici une petite carto des 6 associations. Donc, on a Solia Gironde, Solia Dordogne, Solia Lot-et-Garonne, Solia Land. Petite spécificité dans le 64 avec Solia Pays Basque et Solia Pyrénées-Béarn-Bigorre qui se partagent le territoire départemental. Et enfin, voilà, on a les coordonnées de l'Union régionale. On peut passer à la slide d'après. Pour évoquer le partenariat entre Solia et la CARSAT, donc sur le programme Aidant Aider. L'objectif de ce partenariat était en fait d'accompagner les acteurs de l'aide à domicile sur les diagnostics prévention, sur les situations qui pouvaient être difficiles à gérer et qui étaient rencontrées dans l'habitat des bénéficiaires. C'est-à-dire que l'habitat posait problème à la situation de travail, souvent à la fois pour la personne aidée et l'aidant professionnel. Et donc l'objectif de ce partenariat était de proposer en fait des solutions en apportant le point de vue des professionnels de l'habitat qui sont présents chez Solia. Donc ces situations complexes, ces diagnostics de prévention, ils peuvent être solutionnés par la mise en relation des SAD avec d'autres acteurs de l'habitat comme les ergothérapeutes. Et donc c'est dans cet objectif qu'on a mis en place un outil informatique qu'on a destiné au SAD pour pouvoir traiter ces diagnostics prévention. Et cet outil, c'est la plateforme Sosten. Sosten, donc pour vous expliquer un petit peu, c'est un outil en ligne donc qui est destiné au SAD et aux ergothérapeutes spécifiquement sur ces situations de travail complexes avec une triple utilité. La première utilité, ça va être la mise en relation. Ça va être de permettre au SAD de trouver un ergothérapeute qualifié sur son secteur qui sera à même d'intervenir sur cette situation complexe, sur ce diagnostic prévention. La deuxième utilité, démarrer le diagnostic prévention en ligne et puis partager des informations et des documents avec le professionnel, avec l'ergothérapeute de façon sécurisée. Et enfin, troisième étape, l'organisation des rendez-vous avec l'ergothérapeute et le suivi des étapes du diagnostic prévention. Donc ça, c'est pour l'utilité de Sosten. Sosten n'est accessible que pour les SAD qui sont membres du programme Aidant Aider ou qui l'ont été, et les ergothérapeutes qui ont suivi une formation au Prévergo dispensée par la CARSAT. Ça, c'est intéressant de souligner que c'est vraiment un outil qu'on destine aux acteurs du programme Aidant Aider et où on trouve vraiment rien que les acteurs du programme. Ce sont des données qui sont confidentielles et qui ne sont visibles que par le SAD et l'ergo. Donc, on a une certification CALISARD justement qui garantit la confidentialité des données que l'on traite. Voilà, sur la slide suivante. Donc, les séquences vidéo, on va vous en présenter 5 successivement. Et ces 5 étapes, en fait, ces 5 séquences, ce sont 5 étapes du fonctionnement de la plateforme. Donc, première étape, de manière très basique, l'inscription et la connexion. Ensuite, l'étape la plus longue, ça va être le remplissage des diagnostics prévention. Troisième étape, le retour de l'ergothérapeute suite à sa visite. Quatrième étape, la mise en place et le suivi du plan d'action. Et enfin, comment le SAD peut-il suivre l'ensemble de ces dossiers et profiter de l'outil statistique. Ça, voilà, ça c'est la dernière vidéo. Donc, pour chaque étape, on vous invite à préparer vos questions ou à les poser dans le chat. Et à la fin de chaque séquence, on prévoira un petit timing pour y répondre. Voilà. Donc, vous aurez la possibilité de réagir en préparant vos questions ou en les posant dans le chat. Pendant la diffusion des capsules vidéo, les micros sont désactivés. Donc là, on y répondra à la fin. Voilà, donc on va peut-être enchaîner. Ouais. On va peut-être lancer les vidéos. Et la première, donc sur l'inscription et la connexion. Ok, c'est bon, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. La première étape est celle de l'inscription sur Sosten. Pour se rendre sur Sosten, il suffit de taper sosten.fr, SOSTENE.fr, dans la barre de recherche. Vous atterrissez donc sur la plateforme.
Comme vous pouvez le voir, vous avez donc une page d'authentification avec la possibilité en bas à droite de s'inscrire. En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez un formulaire d'inscription. Il est précisé que les champs avec une astérisque sont des champs qu'il est obligatoire de remplir au même titre que l'adresse du SAD. Donc, ces champs sont le prénom et le nom du référent prévention. L'adresse, le code postal et la ville du siège social, avec en coordonnées de contact le numéro de téléphone du SAD ou du référent prévention et une adresse email valide. Il faut bien préciser que vous êtes un SAD et donner votre numéro de SIRET. Si vous devez saisir vos départements d'intervention, il faut les remplir dans cette barre. Il y a la possibilité d'en avoir plusieurs. Donc ici, on va remplir la Gironde, mais également un autre département, les Landes, et indiquer également votre rayon d'intervention autour du siège social. Donc ici, dans notre exemple fictif, on va mettre 40 km. Il suffit ensuite de créer un mot de passe et de confirmer ce mot de passe pour envoyer une demande de création. Cette demande de création sera ensuite validée par Solia si la structure a fait partie du programme Aidant Aider ou si elle en fait toujours partie. Vous avez également la possibilité de vous connecter sur la plateforme Sosten depuis la page de connexion en remplissant votre identifiant et votre mot de passe et en cliquant sur connexion. Donc là, on voit l'accueil de Sosten qui ouvre. Je reviens en arrière, on pourra revenir plus tard sur l'accueil. Et enfin, une procédure de mot de passe oublié. Donc, si vous oubliez votre mot de passe, il est possible de renseigner votre adresse mail dans ce champ. Et ensuite, en cliquant sur envoyer, un lien avec un nouveau mot de passe sera généré et vous sera transmis automatiquement. Il est important de préciser que la plateforme est sécurisée. Les données qui sont rentrées dans la plateforme sont confidentielles et Sosten respecte la législation sur la protection des données. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat. Levez la main. Les questions. A priori, non. Sur cette première partie qui a l'air assez limpide. J'espère que vous avez bien entendu les vidéos. Ok. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses, Stéphanie ou Benjamin. Non, rien de spécial à rajouter. Je ne sais pas s'il y a des questions justement sur cette étape-là, mais elle est quand même assez. Je rajouterais qu'elle est assez simple. Alors, on a une question. Est-il possible de créer des comptes à 2 personnes pour une même structure? Alors, il est possible de créer un compte qui soit utilisé par deux personnes, mais avec une même adresse. Voilà. On peut également créer 2 comptes pour une même structure, mais à ce jour, il n'est pas possible de créer un compte et d'associer deux utilisateurs en même temps. Ce que je vous suggère, c'est de faire un compte unique et peut-être de vous passer les identifiants à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Très bien. On enchaîne peut-être sur la partie diagnostic qui risque de générer peut-être plus de questions pour pas perdre trop de temps. Donc là, c'est un peu plus long. Il y a à peu près 15 minutes de présentation, vous allez voir, de vidéo sur cette partie. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat ou vous les notez pour qu'on y réponde ensuite. Voilà. C'est parti. Sur Sosten, la première étape de la saisie des diagnostics, ça va être la création d'un nouveau dossier. Donc, il vous suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite qui s'appelle « Ajouter un dossier ». Vous validez et vous entrez dans une nouvelle interface qui est celle du nouveau dossier. Donc, vous voyez, le dossier est vide et on vous propose donc soit de le modifier comme c'est le cas actuellement, on est dans l'interface modification, soit de le visualiser, et là on voit qu'il est vide. Donc il faut modifier, et là vous voyez plusieurs sections à remplir. Donc aider, aidant, la première section qu'on va remplir, ça va être la section sur l'aider, donc le bénéficiaire. Alors, plusieurs informations, donc celles qui sont obligatoires, ça va être le prénom, le nom et l'adresse, mais moi, je vous invite à renseigner le diagnostic le plus précisément possible pour donner le plus d'informations possible à l'ergothérapeute. Donc le genre, est-ce que c'est un homme ou une femme? Ici, on va rentrer un âge, une taille en mètres et un poids en kilos qui vont être complètement fictifs, tout comme notre exemple. Le statut matrimonial. Est-ce que la personne est célibataire, en concubinage, pacsée, mariée ou veuve? Ici, on va dire qu'elle est veuve. Alors, la question du régime de protection, c'est savoir si la personne est sous protection judiciaire, donc tutelle ou curatelle. Si elle est sous tutelle, on peut le préciser. Si elle ne l'est pas, on laisse le champ vide. L'adresse. Moi, je vous enjoins à mettre une adresse qui existe vraiment, de vérifier que l'adresse est valide parce que ça peut entraîner des bugs de la plateforme. Donc, toujours vérifier que l'adresse est valide avant d'enregistrer. Si on rentre une adresse valide. Des informations complémentaires éventuellement sur l'accès, ça peut être intéressant à savoir pour l'intervenant extérieur. S'il y en a. Donc, sur l'accès, on met ici que la maison de Plain-Pied se situe à l'écart des vues facilement accessibles. Un numéro de téléphone et une adresse email de contact de la personne aidée, éventuellement. S'il y en a, hein, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Le mode d'habitation, est-ce que la personne habite seule, en couple ou en famille? Donc ici, on va dire qu'elle habite seule. Le rôle, est-ce qu'elle est aidante ou est-ce qu'elle n'est pas aidante? Alors, la personne, dans cet exemple, elle ne va pas être aidante. Elle va avoir des animaux, donc on coche cette case. Des difficultés, là, ici, sur les difficultés qui apparaissent, il faut cocher celles que vous relevez. Donc ici, des difficultés motrices. Si la personne est gérée, vous cochez ici et vous remplissez son niveau sur l'échelle Agir. S'il y a un handicap, il faut également cocher et indiquer si la personne relève de la PCH, de la ECH ou si elle a une carte d'invalidité. Et si la personne est senior, on coche également. Est-ce qu'elle relève des caisses de retraite ou de la PA? Ici, on va dire qu'elle relève de l'APA. On rentre cette donnée. Et enfin, en commentaire, toute information qui peut être utile à l'ergothérapeute, tout renseignement sur la personne aidée qu'on n'aurait pas pu indiquer dans les champs précédents. Une fois qu'on a rempli tout ça, on clique sur enregistrer et on fait retour. Donc on voit que la partie aidée s'affiche en bleu, tout comme la localisation, c'est parce qu'on a rempli les données donc, sur la personne aidée et sur la localisation.
Les données qui s'affichent en gris, on ne les a pas encore remplies, donc on va continuer à le faire. Ici, les données sur les dents professionnelles. Donc, on voit les dents salariées. Donc, ça, c'est la personne qui intervient le plus fréquemment au domicile. Le référent prévention du SAD en tant que personne référente. Sa qualité, on va dire qu'ici, il est responsable de secteur. L'adresse de la structure, là aussi, pour éviter les bugs, il faut faire attention de bien rentrer une adresse valide. Les coordonnées de contact, là, ça va être celle du référent prévention qu'on va donner pour permettre qu'il soit facilement contacté par l'ergothérapeute. Et enfin, comme dans la section précédente, tout ce qui ne rentre pas dans les cases précédentes et qui est bon à renseigner se met ici dans cette case de texte libre. Vous cliquez sur enregistrer, retour. Et voilà, donc on a rempli ces deux sections-là. Et on va remplir maintenant la section sur les raisons du déclenchement. Vous voyez, en ouvrant cette section, on va voir la liste des problématiques relevées à gauche, un encart qui va résumer les raisons de déclenchement du diagnostic au milieu, des informations sur les interventions et les tâches effectuées à droite, et en dessous, un descriptif de la situation globale. Ce que je vous conseille de faire, c'est de remplir en premier ce descriptif de la situation globale. Nous, on triche puisqu'on a déjà un texte qui est pré-rempli. Donc, je vais vous le lire pour que vous ayez un petit peu en tête le type de situation qu'on peut rencontrer. Le SAD intervient 2 fois par jour chez madame, et ce, 7 jours sur 7. 1 heure le matin pour le lever, la toilette et l'habillage. 1 heure le soir pour le changer et la mise au lit. L'état de santé de madame rend les transferts et le maintien de la position debout pendant la toilette de plus en plus difficiles. Le lit médicalisé n'est pas utilisé pour faciliter le travail des intervenantes, car le branchement n'est pas conforme et il y a un risque d'incendie. Le positionnement dans le lit devient également difficile. Madame n'est plus en capacité de tirer sur ses bras pour aider au placement. La station debout est très difficile à tenir pour madame, ce qui force les intervenantes à se dépêcher de faire la toilette et ne leur permet pas de la réaliser dans de bonnes conditions. Pour laver les membres inférieurs, les auxiliaires de vie doivent se mettre par terre pour être à hauteur, ce qui n'est pas une position recommandée ni adaptée. Donc voilà, on a ce descriptif de la situation globale et il va nous aider à renseigner les différents risques, les différentes problématiques qui sont relevées. Donc ici, je vais la faire de manière très courte et très simple. On a des risques d'incendie et d'explosion et des risques liés à l'électricité, tout simplement parce que le branchement du lit électrique et du lit médicalisé est défectueux. Et également des risques liés aux troubles musculo-squelettiques pour les aidants qui réalisent la toilette dans une position qui n'est pas des plus confortables. Donc, si je récapitule, les raisons du déclenchement du diagnostic, je vais les remplir ici. Nous déclenchons un diagnostic pour plusieurs raisons, notamment le branchement du lit médicalisé qui présente un risque d'incendie électrique et donc ne permet pas aux intervenants de l'utiliser sereinement. Et raison numéro 2, la motricité de madame pose souci aux intervenantes pendant la toilette et les force à prendre des positions non recommandées pour
Alors, sur les interventions, donc le nom du service concerné, le nombre d'intervenants au domicile, donc à chaque fois, il y a un seul intervenant. Le nombre d'heures par semaine, dans notre exemple, on a dit 1 heure le matin, 1 heure le soir, 7 jours sur 7, donc ça fait 14 heures. Fréquence par semaine, c'est le nombre de jours, donc 7 jours. Sur les tâches effectuées, on a la toilette, le transfert et le change. Et également, on peut renseigner d'autres professionnels ou services qui interviendraient ici. Donc, mais on propose par exemple le kinésithérapeute. Voilà, donc là, on a rempli cette section et on peut cliquer sur enregistrer. Alors, on reçoit un message d'erreur, ce qui peut arriver sur Sosten. Alors, il faut s'assurer que l'enregistrement se soit bien passé. On va sur retour et on reclique sur la section. Donc, on voit que tout est rempli correctement. Donc, ici, c'est un bug. Donc, il n'y a pas de panique. Même s'il y a un message d'erreur, il s'agit juste d'un bug. Affecter un ergothérapeute. Donc, vous avez le choix entre choisir un ergothérapeute dans un menu déroulant ou vraiment laisser le dossier en suspens et laisser les ergothérapeutes s'en saisir. Si vous souhaitez affecter un ergothérapeute, vous cliquez sur ce bouton et vous sélectionnez un ergothérapeute dans la liste de ceux qui interviennent sur votre secteur. Donc ici, on va en sélectionner un au hasard et cliquer sur enregistrer. Donc là, on a fait une demande à l'ergothérapeute, mais ce n'est pas pour autant que l'ergothérapeute a validé cette demande. Quand l'ergothérapeute aura validé cette demande, vous recevrez une notification par mail vous en informant que l'ergothérapeute s'est bien emparé du dossier. Et idem, si vous n'avez pas affecté d'ergothérapeute, vous recevrez une notification par mail s'il y a un ergothérapeute qui s'empare du dossier. Ça, c'est important à signaler. Dernier point à voir très rapidement, l'espace documentaire. Donc, vous pouvez partager des documents comme le document repérage des risques professionnels, le questionnaire Ma Vie ou encore le planning des intervenants. Il faut cliquer sur ajouter un document. Ici, vous sélectionnez le type de document, parce que c'est un document repérage des risques professionnels, les créneaux d'intervention, etc. Chargez le document ici, puis cliquez sur enregistrer. Vous avez un chat. Vous pouvez interagir avec l'ergothérapeute par le biais de ce chat et chaque participant est notifié par email dès qu'il y a un nouveau message. Ici, on va envoyer un message test pour voir un petit peu comment ça se présente dans le chat. Donc, vous voyez, ça se présente de la sorte et vous verrez les réponses affichées en dessous. Voilà. Ici, vous avez une carte avec la localisation du dossier, donc qui vous permet un petit peu de visualiser géographiquement votre dossier. Et dernier point, le calendrier et la prise de rendez-vous. Vous pouvez ajouter un rendez-vous, convenir d'un rendez-vous avec le professionnel, donc sélectionner une date, un créneau horaire. Donc là, on va mettre 9h15. Durée en minutes 90. Vous renseignez le motif du rendez-vous. Donc ici, première visite d'ergothérapeute. Si nécessaire, vous pouvez annuler le rendez-vous en cliquant sur ce bouton et en renseignant un motif d'annulation. Là, ici, on va le maintenir. Et également, remplir des informations supplémentaires ici. S'il y a des informations qui sont nécessaires pour la prise de rendez-vous, c'est une case de texte libre. Et le bouton qui vous laisse la possibilité d'ajouter un participant, comme par exemple un aidant familial. Donc, on a un menu déroulant avec plusieurs fonctions qui apparaissent, ergothérapeute, responsable de secteur. Ici, ce sera un aidant familial. Voilà. Et ensuite, on clique sur enregistrer.
Lorsque ce rendez-vous est validé par l'ergothérapeute, vous avez une notification également par mail. Donc voilà, vous êtes maintenant incollable sur le remplissage des diagnostics sur Sosthène. Parole question-réponse maintenant, s'il y a une séquence. S'il y a des questions sur le chat, vous pouvez demander lever la main aussi hein, pour si vous voulez répondre aux questions. Si vous pouvez poser des questions en direct, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'était clair? Ça semble limpide. C'est clair. Okay. Donc, il y a peut-être potentiellement, hein, là, sur les premières versions, il y aura peut-être des améliorations possibles. Je vois de ne pas ressaisir systématiquement l'adresse du SAD, par exemple, voilà, et de ne saisir que si c'est une adresse différente. Ou peut-être par rapport à la première question qu'on avait sur, vous voyez qu'au moment où vous affectez à une demande de diagnostic, vous pouvez avoir un référent différent. Peut-être c'est une façon aussi de dispatcher les diagnostics en fonction de vos différents référents. Tout à fait, oui. Ça permet de traiter plusieurs références sur un même compte. Et donc pour compléter ce que tu disais, Sandrine, on a un outil qui est conçu comme étant évolutif et qui sera amené à évoluer avec la pratique. Donc en fonction de vos retours sur les différentes étapes, c'est pour ça qu'on insiste justement sur le fait que vos retours d'utilisation seront très très importants. On pourra le faire évoluer justement et améliorer à la fois son efficacité et son adéquation avec vos attentes. Okay, donc, s'il n'y a pas de questions, on continue sur la séquence, donc la présentation un peu ensuite du suivi du plan d'action, du retour. Une fois la demande de diagnostic envoyée et les rendez-vous réalisés, l'ergothérapeute remplit le diagnostic en ligne sur Sosthène. Le SAD qui souhaite visualiser le dossier se rend donc dans le dossier, comme on l'a vu précédemment, et peut, depuis le dossier, visualiser le diagnostic. Donc on voit les informations ici qu'il a remplies, mais également d'autres informations qui ont été remplies par l'ergothérapeute. L'ergothérapeute va remplir différentes catégories qui correspondent chacune à une pièce du logement. Donc, les catégories, ce sont le logement, l'extérieur, la circulation intérieure, les chambres, la cuisine, la salle de bain, les toilettes, la pièce de vie, et également une autre catégorie pour les autres pièces. Si besoin, il peut également renseigner une case de texte libre sur les risques psychosociaux. Pour chaque pièce, l'ergothérapeute sélectionne les éléments liés à l'habitat qui peuvent se révéler à risque ou problématiques pour la situation de travail. Ici, dans la chambre, l'élément problématique est l'accès au lit. Il ajoute également un ou plusieurs risques lorsqu'il en identifie dans une pièce d'après un menu déroulant. Ici, pour la chambre, il a identifié 3 risques. Un risque lié à la manutention mécanique, un risque lié à l'électricité et un 3e risque d'incendie ou d'explosion. L'ergothérapeute décrit le risque dans le champ commentaire. Il caractérise les personnes concernées un peu plus haut. Donc ici, on voit que c'est un risque pour les dents quand il s'agit de manutention mécanique. Mais ça peut être aussi le cas pour les dés. Il va en indiquer la fréquence, si c'est un risque quotidien ou plus occasionnel, et la gravité également sur une échelle de 1 à 4. 1 correspond à une gravité relativement faible et 4 à une gravité très forte. Enfin, il va également remplir les préconisations et les modalités de leur mise en œuvre. Donc ici, les préconisations,
c'est très simple, c'est l'utilisation d'un droit de glisse. Et la modalité de mise en œuvre, c'est l'achat d'un droit de glisse par la famille qui peut être remboursé sur ordonnance. Il peut également partager des documents liés à ces risques. Vous avez un champ document qui ici n'est pas rempli parce qu'il n'y a pas de document. Et à la fin, donc on a différents risques en fonction des pièces. Ici, la salle de bain. Et à la fin, tout est récapitulé. Tout le plan de prévention est rempli par l'ergo dans un champ libre qui s'appelle action de prévention. Donc ce texte va récapituler toutes les actions à mettre en place par le SAD par le SAD et les intervenants extérieurs ou la famille pour solutionner le diagnostic prévention. Pour rappel, tant que le diagnostic n'est pas validé par le SAD, il peut être modifié par l'ergothérapeute à tout moment et notamment à la suite d'une seconde visite. Donc, si vous voulez aussi apporter des questions, des questionnements, peut-être aussi du retour d'expérience, parce que certains ont utilisé la plateforme, ont déjà fait des diagnostics. Donc là, vous avez vu, on est sur le retour de l'ergothérapeute après vous avez sollicité un ergothérapeute, vous lui avez envoyé des informations, il y a eu de la coordination entre vous. Et donc, l'ergothérapeute a fait un premier retour, ou même déjà peut-être le deuxième rendez-vous, possible aussi, sur le plan d'action à mettre en place. Donc, voilà, c'est la traçabilité des actions des uns et des autres, mais voilà, vous pouvez aussi vous entendre sur ce qu'on met dans ce diagnostic. Ça n'exclut pas le travail de coordination. Il y a des questions? Profitez-en, vous avez l'ensemble des intervenants. Bon, c'est très clair. Peut-être des retours d'expérience, non, je ne sais pas si il y avait Sophie qui était présente, je sais pas, pour ceux qui ont utilisé, ou peut-être des conseils sur cette phase-là de coordination entre le SAD et l'ergothérapeute. Vous pouvez réactiver, je crois, vos micros si vous voulez parler. Enfin, on voit la main, on vous donne le micro. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour, je viens de réactiver le micro. Merci pour cette présentation parce que c'est vrai que c'est très clair. Alors moi j'avais une petite question. Je m'interrogeais s'il existe une cartographie des lieux d'intervention des ergots. Parce que tout à l'heure on voyait qu'effectivement on pouvait sélectionner l'ergothérapeute. Est-ce que voilà, cette sélection elle se fait sur quels critères est-ce qu'il est possible de voir leur lieu d'intervention? Oui, alors tout à fait. Alors, pour répondre à cette question, l'ergothérapeute, quand il s'inscrit sur la plateforme Sosten, il remplit les mêmes informations que le SAD. Donc, son siège, le lieu de son siège, ses départements d'intervention et le rayon d'intervention autour de son siège social. Donc, ça va, en fait, à partir de ces éléments, on va identifier un secteur d'intervention de l'ergothérapeute et donc il sera disponible dans le menu déroulant qui est proposé au SAD. Et lui, l'ergothérapeute verra aussi les dossiers non affectés qui sont dans son secteur. Je ne sais pas si ça répond à la question, Sophie, mais effectivement, c'est à partir de ce critère-là. D'accord. Et juste aujourd'hui, combien il y a d'ergothérapeutes aujourd'hui inscrits sur la plateforme, Benjamin, juste pour... Alors aujourd'hui sur la plateforme Sosten, il y a une petite dizaine d'ergothérapeutes qui sont inscrits. Il y en a à peu près dans chaque département, quoi, globalement. Oui, tous les départements sont couverts. Sophie? Oui, non, c'était par rapport. Du coup, pour identifier l'ergothérapeute, donc il y a le menu déroulant avec le nom de l'ergo et son secteur d'intervention, c'est ça, hein? Alors le secteur d'intervention, il n'apparaît pas sur le menu déroulant, mais dans le menu déroulant, il n'y aura que des ergothérapeutes qui interviennent sur le secteur.
sur le secteur de l'adresse de l'établissement. De la personne aidée, oui, tout à fait. D'accord. Ah oui, d'accord. OK. OK. Alors, il y a une question dans le chat. Serons-nous informés par mail après remplissage du diagnostic par l'ergo? Oui, oui, il y a une notification mail une fois que le diagnostic est rempli par l'ergo. Donc, il y a un retour par mail qui se fait et le SAD reçoit une notification en disant que l'ergothérapeute a rempli le diagnostic. J'ai une question pour Stéphanie. Bonjour, la prestation d'ergo est à la charge du SAD? Point d'interrogation. Alors, dans le cadre du programme aidant aidé, au moment du montage du contrat, en fait, il y a la prise en charge d'un certain nombre de diagnostics prévention. Donc, alors voilà, ça peut dépendre, ça se détermine en début de contrat, mais il y a la possibilité de prendre en charge. Mais dans tous les cas, c'est la prestation qui se fait entre le SAD et l'ergothérapeute, hein, et après, c'est des remboursements en fonction des niveaux de financement qui peut être par la CARSAT ou peut-être le conseil départemental s'il y a d'autres partenaires. Mais voilà, dans tous les cas, c'est une relation entre le SAD et l'ergothérapeute au départ. Effectivement, la mise en relation ne traite pas de cet aspect de prestation. Et une fois que le programme est terminé, quel est le financement? Ah! Vaste question. Donc, ce que je vous disais dans le cadre du contrat de prévention, en fait, et du programme aidant aidé, enfin, dans le cadre du programme aidant aidé, en fait, le mode de financement classique, c'est qu'on va avoir des diagnostics complexes pris pour moitié en charge par la CARSAT dans le cadre du contrat de prévention, et ensuite, la plupart du temps, par les conférences des financeurs dans le cadre de cofinancement. Une fois terminé l'accompagnement financier, en tout cas au niveau des CARSAT, on n'a plus de possibilité de prendre en charge ces diagnostics. Après, peut-être que dans le cadre de certains appels à projets, il y a moyen de faire un nouveau appel à la conférence des financeurs, mais dans ce cadre-là, nous, on n'a plus de possibilité d'accompagnement. Connaissez-vous le coût de la prestation en moyenne? Alors on était sur des fourchettes, hein, mais ça dépend en fait complètement de est-ce que c'est une première intervention avec un SAD? Est-ce que c'est une convention de partenariat qui peut être signée d'ailleurs entre le SAD et un ergothérapeute de façon spécifique, où là on peut négocier un volume de prix et donc du coup c'est une prestation qui est anticipée. Voilà, il y a plusieurs, je pense, coûts. Alors c'est vrai que voilà, c'est quand même un marché qui est libre. Nous, on a estimé un petit peu des fourchettes de coûts, mais bon, c'est aussi une négociation qui doit s'établir entre le SAD et les ergothérapeutes. Voilà, on a des fourchettes, mais globalement, c'est quand même bien une négociation qui doit intervenir. Et on conseille d'ailleurs de travailler, si vous en êtes satisfait, avec des ergothérapeutes proches de vos territoires, avec qui vous connaissez, pour négocier aussi des prix et limiter, par exemple, les coûts de déplacement, hein. Voilà, c'est aussi dans cette optique. Moi, j'avais une question par rapport au DIAG. Initialement, dans le cadre du programme, on était sur des personnes accompagnées dans le cadre de l'APA. Tout à l'heure, dans la présentation, on parlait de bénéficiaires qui pouvaient être pris en charge par la MDPH. Est-ce que ça veut dire que les DIAG sont ouverts sur ce type de bénéficiaires? Alors c'est vrai que quand c'était financé par la conférence des financeurs, ils sont très axés APA, puisque c'est quand même l'enjeu de la conférence des financeurs. Mais nous, en tant que service prévention sur les contrats de prévention, voilà, il y avait une ouverture beaucoup plus large et il y avait une tolérance de la conférence des financeurs s'il y avait quelques diagnostics liés au handicap. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit la majorité des diagnostics qui soient du handicap, parce que par ailleurs, il y a d'autres dispositifs, j'imagine, de financement qu'il faut activer plutôt que les autres. On est en palliatif aussi, d'autres financements et d'accompagnement. Voilà. Je ne sais pas, Benjamin, tu as des précisions sur l'habitat, peut-être, c'était aussi. Alors, moi, j'ai pas forcément plus de précision. L'idée qu'on voulait, c'était vraiment ouvrir la plateforme à tout type de situation et pouvoir, quand on a mis en place cette catégorie-là, c'était de pouvoir vraiment englober tout type de situation, y compris des situations qu'on pouvait trouver de manière plus rare et plus épisodique.
Dans le cadre du programme, c'est 800 € le diag. Si c'est le même tarif, nos structures ne vont pas le prendre en charge, d'où les questions. Effectivement, avec 800 €, il y a un problème comment dire, de soutenabilité des diagnostics pour les partenaires financiers aussi. Voilà, alors après, c'est de la négociation localement. Ouais, la facilité qu'on peut avoir sur Sosten aussi, c'est qu'on a cette fonctionnalité de chat qui permet de rentrer en contact avec l'ergothérapeute et de pouvoir lui poser différentes questions. On peut peut-être avoir une première négociation par le biais de ce chat, effectivement. Voilà, nous demander quel aurait été le coût de la prestation, le rencontrer, dire, voilà. Peut-être que la première intervention peut être un peu plus longue parce qu'effectivement, il faut que vous vous caliez sur les aides techniques, comment vous allez fonctionner ensemble. Mais c'est vrai qu'après, de façon régulière, ça ne peut pas être à 800. Enfin, moi, il me semble que 800 €, ça commence à devenir. Ce n'était pas les coûts qu'on avait anticipés au départ. Alors, voilà, la question, c'était pas le cœur, hein, même si je comprends bien que pour la fiabilité, c'est le cœur du problème pour les SAD, mais sur le fonctionnement de la plateforme Sosten, c'est pas dépendant du coût. En fait, c'est vraiment une plateforme de mise en relation. On va continuer peut-être pour essayer de tenir le timing. Donc, la présentation maintenant du suivi du plan d'action par le SAD. Mise en place par le SAD. Le référent prévention peut confirmer les solutions proposées par l'ergo, donc en cliquant sur « Confirmer la solution ». Lorsque la solution est confirmée, une série de questions est posée, donc de savoir si des solutions ont été mises en place à la suite du diagnostic. L'ergothérapeute, ça peut l'intéresser également. Donc il faut cocher « Oui », « Non » si le matériel est trop spécifique, « Non » s'il n'est pas disponible, ou « Non » si le bénéficiaire a refusé. Ici, on va cocher « Oui ». Les types de solutions testées, s'il y en a, donc des aides humaines, les aides techniques qui vont être liées au bâtiment ou à l'habitat, qui vont aider à améliorer le logement, les aides techniques médicales. Ici, on peut mettre achat, donc, achat d'un drap de glisse. Les aides technologiques ou domotiques, les actions de formation s'il y en a eu, qui a dispensé la formation ou qui a réalisé l'action. Donc ici, c'est achat par la famille. Et dans quel délai? Là, on enregistre la solution. Il faut savoir qu'en enregistrant la solution, la plateforme génère un plan d'action sous format Word que le SAD peut donc télécharger suite à son envoi par mail, et donc il peut compléter avec des cases de texte libre pour justement suivre la mise en place de ce plan d'action. Il peut également transmettre le document Word à l'ergothérapeute qui peut ainsi être tenu au courant de l'évolution du plan d'action mis en place par le SAD. Il y a des questions à cette étape-là, avant qu'on passe aux dernières vidéos, qui est le suivi des statistiques. Pas de questions. On reprendra une série de questions peut-être juste après la dernière vidéo, avant de conclure le webinaire pour tenir les délais. Depuis l'accueil de Sosten, vous pouvez assurer un suivi des diagnostics en cours ou clôturés et accéder à un menu vous présentant un petit volet statistique sur l'ensemble de ces diagnostics. Depuis l'accueil, vous avez vu en haut sur les derniers dossiers déposés par le SAD. Je vous les montre.
un peu plus en bas, vous pouvez voir les dossiers non assignés. Ces dossiers sont ceux pour lesquels aucun ergothérapeute n'a été affecté au dossier ou pour lesquels aucun ergothérapeute ne s'est saisi du dossier. Sur la liste des dossiers, ils sont matérialisés, ces dossiers non assignés, par une icône rouge. Vous allez voir qu'il y a d'autres couleurs qui correspondent à différents statuts du dossier. Pour les dossiers dont l'icône est en jaune, ce sont des dossiers en cours, des dossiers qui sont suivis par un ergothérapeute. Il y a parfois aussi des icônes bleues. Ces dossiers avec des icônes bleues sont les dossiers validés, pour lesquels l'ergothérapeute a finalisé son diagnostic, qui a été validé par le SAD, et donc il n'y a plus que le plan d'action à suivre. Ceux pour lesquels l'icône s'affiche en vert, enfin, sont ceux qui sont clôturés par le SAD. Il faut savoir que seul le SAD a le pouvoir de clôturer un dossier lorsqu'il estime que le plan d'action a été suivi de manière satisfaisante et qu'il n'y a plus rien à faire. Le changement de statut est automatique, mais peut se faire si besoin manuellement en allant dans chaque dossier. Là, je prends un dossier au hasard et je peux donc en changer le statut, donc mettre qu'il est en cours, valider, clôturer, etc. Je n'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer pour sauvegarder le changement de statut. Vous retrouvez l'ensemble des dossiers dans l'onglet situé dans le menu de gauche qui s'intitule Mes dossiers. Il regroupe l'ensemble des dossiers qui sont déposés par le SAD. Vous avez également accès à un volet statistique. Pour cela, il suffit de cliquer sur les 3 barres qui sont en haut à gauche au-dessus du menu principal. Vous avez un nouveau menu qui apparaît et l'onglet statistiques se situe tout en bas. Il vous permet de disposer de statistiques par rapport à différents critères. Donc, on a des statistiques par rapport au statut de l'occupant, savoir s'il est propriétaire ou locataire, le type de logement, est-ce que c'est une maison individuelle ou un appartement, le genre, est-ce que le bénéficiaire est un homme ou est-ce qu'il est une femme, le statut des diagnostics, donc on a vu précédemment, en cours, validé, clôturé ou non assigné, et enfin, le niveau d'autonomie de la personne avec le GIR. Ces statistiques permettent au SAD d'avoir un suivi de l'ensemble de ses bénéficiaires sur ces critères-là. Ce volet statistique est évolutif, il pourra donc être retravaillé d'après les retours des utilisateurs de la plateforme. Voilà, dernière séquence de questions-réponses avant de conclure le webinaire. On arrive à l'heure, on avait quelques minutes de retard au démarrage, mais dernière chance de poser les questions sur la plateforme, son fonctionnement. Et alors, effectivement, les questions de financement, bah ça, je pense qu'aussi, il y a des questions qui peuvent être posées ensuite avec Stéphanie Loyal et puis les contrôleurs qui suivent les établissements. Alors, enfin, pour moi, merci bien, Benjamin, pour cette présentation. Je vois qu'effectivement, la conversation, il y avait des interrogations sur notamment le tarif des diag. Donc, une précision, puisque tout à l'heure, on parlait de 800 €. Moi, je n'ai jamais vu de diag à ce montant-là. On est plutôt, au départ, on était sur des diag à 350 €. En fonction, on peut être à 450, pas plus de... Enfin, pour moi, personnellement, ça ne dépasse jamais les 500 €. Sachant que les diag, ils sont prévus dans l'estimation budgétaire qui est faite au moment du montage du dossier
du programme Aidant Aidé. Donc, on a quand même un tarif qui a été à un moment conventionné dans le cadre de l'appel à projets, de la conférence et du contrat CARSAT. Donc, c'est aussi peut-être pour assurer les structures et leur dire qu'il y a quand même ce tarif au moins qui a été à un moment posé et après avoir effectivement avec le diagnostiqueur si reste dans ce tarif-là, quoi. Voilà. Nous, habituellement, enfin moi par expérience, on établit quand même toujours, on tient compte de ce qui a été vu dans l'estimation budgétaire, ce qui a été projeté par les structures, quoi. Une question, je vois Shirley qui... on peut remettre le micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bon, oui, c'est bon. Oui. Moi, j'ai une question. En fait, je suis ergothérapeute, mais alors ma situation est un peu particulière parce que je travaille en interne pour le SAD. Donc, nous, on procède voilà, en direct. Donc, je reçois des fiches voilà, travaillées en interne par les coordinatrices qui me font les demandes. Mais j'aimerais me servir de la plateforme pour m'aider peut-être dans la rédaction du diagnostic et puis aussi pour les statistiques. En fait, je trouve cette partie-là intéressante pour moi. Et comment est-ce que je peux faire? Parce qu'il faudrait en fait que mes coordinatrices fassent les demandes sur la plateforme ou alors que moi, je crée un compte de mon côté pour me faire les demandes. Je ne sais pas trop. Alors, il peut y avoir les deux pour répondre à votre question. Donc, vos coordinatrices qui s'inscrivent à la plateforme en tant que SAD et vous pouvez vous inscrire sur la plateforme en tant qu'ergothérapeute. Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme en tant qu'ergothérapeute. C'est assez simple parce qu'au moment de l'inscription, au lieu de cocher SAD, il vous suffit de cocher ergothérapeute. Donc, vous aurez des fonctionnalités qui seront différentes, mais qui vous permettront de traiter les diagnostics et de remplir notamment les différentes sections pièce par pièce et toute la partie qui va être liée au risque. Et tout ce remplissage-là, en fait, donc vous pourrez le faire pour les dossiers qui vous seront posés par vos référents de prévention. Et vous aurez également accès aux statistiques sur les dossiers que vous traitez. D'accord, ok. Dans l'onglet statistiques, de la même manière que les SAD. D'accord, ok, bah ça marche. Merci. Je vous en prie. Et je pense qu'il y a un périmètre, soit vous pouvez proposer vos services à d'autres SAD si vous le souhaitez. Et donc, ça, c'est une option, je pense que l'ergothérapeute peut aussi mettre en disant, soit il privilégie en fait une relation avec un SAD, soit vous avez la possibilité aussi d'offrir vos prestations à d'autres. D'autres questions? Pas de main levée ni de questions dans le chat. Je propose à Stéphanie peut-être de conclure un petit peu le webinaire. Merci beaucoup Benjamin déjà pour la clarté des explications. Ces pastilles, on les a un peu pensées dans l'esprit d'un tuto pour vous éviter l'angoisse de la page blanche et un peu la peur de l'outil. Donc du coup, on va les mettre à disposition pour pouvoir les retrouver en ligne et les revisualiser derrière. Donc voilà, on espère qu'on vous a convaincu en tout cas et que le côté pratique de l'outil va vous séduire. Donc voilà, je vous engage au maximum à les utiliser. Et puis, on va vous laisser partir déjeuner. Et puis, à bientôt dans le cadre du programme Aidant Aidé. Merci beaucoup, Benjamin, Sandrine et Olivia à la régie, quoi. Il y a un petit questionnaire, je pense, Olivia. Oui, oui. Juste avant de partir, je vous ai mis le lien dans la discussion pour effectivement, dans le cadre de notre qualité, répondre au questionnaire. Voilà, pour aussi nous aider à nous, à évoluer aussi dans ce genre de format de webinaire. Nous vous remercions. Je ne vois pas Olivia dans la conversation, juste. Si, il y est. Il y est. Alors, peut-être Olivia, revenir, peut-être aussi mettre la dernière diapo sur les coordonnées. Effectivement, si vous rencontrez des difficultés sur Sosten ou vous avez des questions, vous aurez les coordonnées. Donc, les coordonnées de la plateforme Sosten, ça va être l'adresse mail qui va s'afficher, donc sosten@solia.fr, ou vous appelez le 07 67 26 24 66. Voilà. C'est les coordonnées de contact de la plateforme et vous aurez une réponse, je l'espère, réactive et rapide.
Et n'hésitez pas surtout à faire part de vos préconisations ou de vos souhaits d'évolution, parce que voilà, c'est un outil qui est vivant et on a la possibilité de, voilà, on va essayer de faire évoluer tout ça. Donc, on attend vos retours. Merci beaucoup à tous. Merci, bonne journée. Et bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.